Le soleil se levait sur les montagnes arides de Sparte en l'an 540 avant notre ère, mais sa lumière dorée n'apportait aucun espoir aux pierres froides de la cité-État la plus redoutée de la Grèce antique. À l'intérieur d'une demeure simple, construite de pierre et de bois grossier, les pleurs stridents d'un nouveau-né résonnaient contre les murs épais. La femme qui venait d'accoucher était épuisée, couverte de sueur et de sang, mais ses yeux restaient fixés sur le bébé qu'elle serrait contre sa poitrine. Elle savait que ces instants seraient les seuls qu'elle partagerait avec son enfant. L'ancien pénétra dans la pièce, avec des pas mesurés, ses sandales de cuir produisant un bruit sec sur le sol de pierre. Son visage portait les marques de cicatrices de batailles anciennes, et ses yeux gris étaient froids comme le fer des lames spartiates. Il ne regarda pas la mère, ni ne lui offrit de paroles de réconfort. À Sparte, les sentiments étaient des luxes qu'aucun citoyen ne pouvait se permettre de posséder. L'ancien tendit ses mains noueuses vers le nourrisson, et la mère, tremblante, lui remit son enfant. L'examen fut méticuleux et impitoyable. L'ancien inspecta chaque membre, chaque doigt, cherchant tout signe de faiblesse ou de difformité qui rendrait cet enfant inapte à servir l'État spartiate. Le bébé pleurait, ses petits poings agités dans les airs, mais l'ancien demeurait impassible. Il examina les muscles en développement, testa les réflexes, observa la puissance des cris. Pendant de longues minutes qui parurent une éternité à la mère, le destin de cette vie dépendit de l'approbation ou du rejet d'un homme qui avait perdu son humanité des décennies auparavant. Finalement, l'ancien hocha la tête, son expression ne révélant ni soulagement ni condamnation. « Celui-ci est digne », déclara-t-il d'une voix rauque, portant le poids de centaines de décisions semblables. « Il servira Sparte. » La mère ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle savait qu'elle venait de perdre son fils pour toujours, mais elle savait aussi qu'il vivrait. À Sparte, il était parfois difficile de distinguer entre bénédiction et malédiction. L'ancien ne perdit pas de temps en cérémonie. Il enveloppa le bébé dans un tissu rugueux et se dirigea vers la porte. La mère se leva du lit, ses jambes encore faibles après l'accouchement, et tenta de le suivre. « S'il vous plaît », murmura-t-elle, « laissez-moi le tenir encore un peu. » L'ancien se retourna, ses yeux croisant les siens pour la première fois. Il n'y avait pas de cruauté dans son regard, seulement une froideur absolue encore plus terrifiante. « Il ne vous appartient plus », dit-il simplement. « Il appartient à Sparte désormais. » Alors que l'ancien marchait dans les ruelles étroites de la cité, portant le bébé qui deviendrait Léonidas, d'autres citoyens spartiates observaient en silence. Certains approuvaient d'un hochement de tête, reconnaissant un futur guerrier de plus pour leur rang. D'autres détournaient simplement le regard, se souvenant de leurs propres enfants ayant suivi le même chemin. Le bébé avait cessé de pleurer, comme s'il savait déjà instinctivement que les larmes n'avaient pas leur place dans le monde où il s'apprêtait à entrer. La maison où le bébé serait élevé jusqu'à l'âge de 7 ans ne différait pas des autres à Sparte. Murs de pierre nus, peu de meubles, aucun luxe ni confort superflu. La femme qui l'accueillit n'était pas sa vraie mère, mais une Spartiate choisie par l'État pour élever les enfants destinés à l'armée. Elle regarda le bébé avec la même expression impassible que l'ancien. « Léonidas », dit-elle, prononçant le nom qui lui avait été attribué, « fils du lion ». L'ironie n'échappa à personne présent. Dans une société où les hommes étaient forgés comme du fer incandescent, le nom prophétisait ce que cet enfant deviendrait. Durant ses premières années, Léonidas grandit dans un environnement où la dureté était le seul langage connu. Il n'y avait pas de berceuse, seulement les sons lointains de soldats en marche. Pas de jouets, seulement de petites armes en bois avec lesquelles les enfants apprenaient les mouvements fondamentaux du combat. La femme qui l'élevait ne manifestait pas d'affection, mais n'était pas non plus cruelle inutilement. Elle préparait simplement une autre pièce dans la machine de guerre spartiate. À 5 ans, Léonidas montrait déjà des signes de ce qui l'attendait. Il était plus fort que les autres enfants de son âge, plus résistant à la douleur, plus rapide à assimiler les exercices militaires de base. Mais il y avait autre chose, quelque chose que même ses gardiens ne parvenaient pas à définir complètement.
C'était la manière dont il regardait les autres, comme s'il calculait toujours, évaluant sans cesse les points faibles. C'était l'absence totale de peur dans des situations qui auraient fait pleurer d'autres enfants. Lorsqu'il eut 7 ans, vint le moment de la deuxième séparation de sa vie. Cette fois, il marcha lui-même jusqu'à la porte de la maison où il avait passé ses premières années. Il ne se retourna pas, ne posa pas de questions sur sa destination. Il suivit simplement le soldat venu le chercher, ses petits pas fermes résonnant sur les pierres de la rue. La phase suivante de sa métamorphose allait commencer. Et Sparte avait une fois de plus créé exactement l'enfant dont elle avait besoin. Un enfant qui ignorait ce que signifiait avoir peur, qui ne connaissait ni l'amour ni la compassion. Un enfant prêt à être modelé en larmes parfaites que la cité-État exigeait de ses fils. Le complexe de Lagogée s'étendait comme une forteresse de pierres grises contre l'horizon montagneux de Sparte. À 7 ans, Léonidas franchit ses portes de fer pour la première fois, ne portant que les vêtements sur lui et une détermination silencieuse qui le distinguait déjà de ses pairs. Lagogée n'était pas une école au sens commun du terme. C'était une machine à broyer la chair humaine et à forger du fer à partir des fragments restants. Le premier jour commença avant l'aube. Les garçons furent réveillés par le son rauque d'une corne de guerre, et ceux qui ne se levaient pas immédiatement recevaient des coups de bâton sur le dos nu. Léonidas bondit de sa natte de paille qui lui servait de lit, ses yeux s'adaptant rapidement à l'obscurité du dortoir collectif. Autour de lui, d'autres garçons de son âge luttaient contre le sommeil et le froid. Certains pleuraient en silence, mais apprirent vite que les larmes n'attiraient que plus de douleur. L'entraînement physique débutait immédiatement après le réveil. Les garçons étaient conduits dans une cour de terre battue où des instructeurs spartiates, vétérans de nombreuses batailles, les attendaient avec des expressions promettant la souffrance. « Vous n'êtes plus des enfants !» hurla l'instructeur principal, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « Vous êtes des loups en apprentissage, et les loups qui ne chassent pas meurent. » Les premières leçons portaient sur la résistance, courir jusqu'à ce que les poumons brûlent, porter des pierres jusqu'à ce que les muscles implorent miséricorde, se battre les uns contre les autres jusqu'à ce que seuls les plus forts restent debout. Léonidas découvrit vite qu'il possédait une capacité naturelle à endurer la douleur qui surprenait même les instructeurs les plus expérimentés. Alors que d'autres garçons s'effondraient après des heures d'exercices brutaux, lui restait ferme, ses yeux ne perdant jamais leur concentration. Plus important encore, il comprit que la douleur des autres pouvait être un outil. Durant les exercices de combat, il apprit à exploiter les points faibles de ses adversaires, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. La nourriture à Lagogée était volontairement rare et de mauvaise qualité. Les garçons recevaient juste assez pour survivre, jamais pour être rassasiés. La faim constante faisait partie de l'entraînement, destiné à leur apprendre à se battre pour chaque miette, à chérir chaque once de force qu'ils possédaient. Léonidas observa comment certains garçons devenaient désespérés, implorant plus de nourriture, geignant à propos de leur ventre vide. Lui restait silencieux, mais commençait à élaborer des plans. Une nuit, après des semaines de faim incessante, Léonidas décida qu'il avait assez observé. Il avait cartographié les rondes des gardes, identifié où la nourriture supplémentaire était stockée et calculé précisément comment obtenir ce dont il avait besoin. Il se déplaça à travers les ombres du complexe, tel un fantôme, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur les pierres froides. Le garde-manger était verrouillé, mais Léonidas avait observé le fonctionnement des serrures pendant la journée. Il parvint à entrer et à prendre un morceau de viande séchée et quelques figues sèches, mais il ne fut pas assez prudent en sortant. Un des instructeurs de nuit le surprit en train de retourner au dortoir. L'homme ne dit pas un mot, saisit simplement Léonidas par le bras et le traîna jusqu'à la cour centrale. « Nous avons un voleur parmi nous », annonça-t-il à tous les autres garçons, qu'on força à sortir de leur lit pour assister à la punition. Ce qui suivit définirait à jamais le caractère de Léonidas. L'instructeur le fouetta avec un bâton de bois jusqu'à ce que son dos soit à vif et que le sang commence à couler. Mais durant toute la punition, Léonidas n'émit pas un seul son.
Ses yeux restèrent fixés sur l'instructeur, sans colère, sans peur, seulement une observation froide et calculée. Quand la punition prit fin, l'instructeur attendit des larmes, des supplications, un signe qu'il avait brisé l'esprit du garçon. Au lieu de cela, Léonidas se releva lentement, essuya le sang de sa bouche du revers de la main, et dit d'une voix basse mais assez claire pour que tous entendent « Je n'ai pas été pris en train de voler, j'ai été pris en train d'être imprudent ». La nuance était subtile mais profondément significative. Il n'était pas désolé pour l'acte lui-même, seulement d'avoir été découvert. L'instructeur le regarda avec un mélange de surprise et de quelque chose qui aurait pu être du respect. Dans les mois qui suivirent, Léonidas affina ses compétences de survie. Il apprit à voler sans être détecté, à mentir de façon convaincante quand nécessaire et surtout à manipuler ses camarades pour obtenir ce qu'il voulait. Il découvrit qu'il pouvait utiliser la faiblesse des autres comme levier, offrant protection aux plus faibles en échange de faveurs, ou simplement prenant ce dont il avait besoin de ceux qui ne pouvaient pas résister. Le système éducatif spartiate ne se limitait pas au conditionnement physique. Les garçons apprenaient aussi à lire et à écrire, mais juste assez pour être des soldats efficaces. Ils étudiaient les tactiques militaires, la géographie des terres qu'ils pourraient un jour conquérir, et l'histoire glorieuse de Sparte. Mais la leçon la plus importante qu'ils apprenaient était qu'ils n'étaient pas des individus. Ils étaient des pièces d'une machine plus vaste, des éléments interchangeables dans le moteur de guerre spartiate. Léonidas absorbait ces leçons, mais différemment des autres. Alors que ses camarades apprenaient à se soumettre au collectif, lui apprenait à utiliser le collectif à ses propres fins. Il commença à former des alliances stratégiques, identifiant qui pourrait être utile et qui devait être écarté. À 10 ans, il avait déjà établi une hiérarchie informelle parmi les garçons de son âge, avec lui-même au sommet. Le plus troublant était la manière dont Léonidas commença à percevoir la violence. Initialement, comme tous les autres, il la voyait comme une nécessité, un outil pour survivre dans l'environnement brutal de l'agogé. Mais graduellement, quelque chose changea. Il commença à prendre plaisir à dominer un autre garçon au combat, à voir la peur dans les yeux d'un adversaire, réalisant qu'il perdait. Ce n'était pas seulement gagner, c'était exercer un pouvoir absolu sur un autre être humain. Cette transformation n'échappa pas aux instructeurs. Ils reconnaissaient en Léonidas non seulement un futur soldat compétent, mais quelque chose de plus rare et potentiellement plus précieux, un prédateur naturel. Ils commencèrent à lui donner un entraînement supplémentaire, des exercices plus brutaux, des occasions de démontrer sa cruauté croissante de façon qui modelait à la fois sa technique et son caractère. À 12 ans, Léonidas était devenu une force de la nature entre les murs de l'agogé. Les autres garçons le craignaient et le respectaient à parts égales. Les instructeurs le voyaient comme l'une de leurs créations les plus réussies. Et lui-même avait complètement oublié le garçon de 7 ans qui était entré en ce lieu. L'agogé avait accompli son but, transformer un enfant en quelque chose qui pouvait à peine être appelé humain. À 15 ans, Léonidas avait grandi en taille et en force de manière impressionnante. Ses muscles étaient définis comme ceux d'un adulte, mais quelque chose dans ses yeux était bien plus troublant que sa force physique. C'était une froideur qui semblait pénétrer quiconque osait soutenir son regard. Les autres jeunes spartiates commencèrent à l'éviter lors des exercices libres, non par crainte de ses capacités, mais par quelque chose de plus primitif qu'ils ne pouvaient nommer. La cour d'entraînement était particulièrement animée ce matin d'hiver. Les instructeurs avaient annoncé une compétition spéciale entre les élèves les plus avancés. Ce ne seraient pas de simples exercices de routine ou combats contrôlés. Ce serait un vrai combat, sans règles, hormis celle de ne pas tuer l'adversaire, où le vainqueur gagnerait des privilèges spéciaux et le perdant subirait des semaines de punitions supplémentaires. Le prix n'importait pas à Léonidas. Ce qui comptait, c'était l'opportunité de tester jusqu'où il pouvait pousser sa violence. Son adversaire fut choisi par les instructeurs, Alcibiade, un jeune homme tout aussi fort et habile, connu pour son agressivité au combat. C'était un choix évident.
deux des meilleurs combattants de la classe s'affrontant dans une démonstration de puissance. Ce que les instructeurs n'attendaient pas, c'était ce qu'était devenu Léonidas intérieurement. Il pensait assister à une compétition entre deux guerriers en formation. En réalité, il s'apprêtait à assister à la naissance d'un monstre. Le cercle fut formé au centre de la cour. Tous les autres jeunes Spartiates, positionnés autour pour observer. Les instructeurs se placèrent à des points stratégiques, prêts à intervenir si nécessaire, bien qu'ils en aient rarement eu besoin. Les combattants entrèrent dans le cercle et Léonidas observa son adversaire avec la patience d'un prédateur étudiant sa proie. Alcibiade était fort, rapide, techniquement compétent, mais Léonidas pouvait voir ce que les autres ne voyaient pas. Des points de vulnérabilité non pas physiques, mais psychologiques. Le combat commença, les deux jeunes tournant l'un autour de l'autre, chacun cherchant une ouverture. Alcibiade attaqua en premier. Un mouvement rapide et bien exécuté qui aurait dû renverser n'importe quel adversaire normal. Léonidas ne se contenta pas de parer l'attaque. Il utilisa la force du mouvement contre son adversaire, le déséquilibrant. C'était une technique avancée, mais ce qui attira l'attention des observateurs ne fut pas la compétence technique, mais le sourire, presque imperceptible, qui passa sur les lèvres de Léonidas. Ce qui suivit fut une démonstration systématique de domination. Léonidas ne cherchait pas à gagner rapidement. Il jouait avec son adversaire, lui laissant croire qu'il avait une chance pour le frustrer à nouveau. Chaque attaque d'Alcibiade était neutralisée de façon humiliante. Chaque tentative de défense brisée avec une précision frôlant la cruauté artistique. Léonidas dirigeait une symphonie de violence, chaque note calculée pour un impact psychologique maximal. Quand Alcibiade commença à montrer des signes de frustration et de désespoir, Léonidas changea de stratégie. Il commença à attaquer, non avec la force brute caractéristique de la plupart des combats spartiates, mais avec une précision chirurgicale visant à causer un maximum de douleur sans dommage permanent. Chaque coup visait des points de pression qui feraient crier son adversaire, mais sans l'incapaciter complètement. C'était de la torture déguisée en combat. Les instructeurs commencèrent à se sentir mal à l'aise. Ils avaient vu assez de violence pour plusieurs vies, mais il y avait quelque chose de différent dans ce que faisait Léonidas. Ce n'était pas seulement gagner ou démontrer sa supériorité. C'était infliger délibérément et méthodiquement de la souffrance. C'était savourer chaque instant de douleur qu'il causait. L'un des instructeurs les plus âgés s'avança vers le cercle, prêt à interrompre le combat, mais s'arrêta en voyant l'expression sur le visage de Léonidas. Le jeune Spartiate était entièrement concentré, mais ce n'était pas la concentration normale d'un guerrier au combat. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'on aurait pu décrire comme extatique. Chaque gémissement de douleur d'Alcibiade semblait nourrir une faim intérieure qui grandissait au lieu de diminuer avec la satisfaction. Léonidas avait découvert quelque chose sur lui-même que même les années brutales de l'agogée n'avaient pas complètement révélé. Il ne tolérait pas seulement la violence, il en avait besoin. Il la désirait d'une manière qui dépassait largement la nécessité militaire ou la survie. Finalement, quand Alcibiade tomba au sol, incapable de continuer, Léonidas ne s'arrêta pas immédiatement. Il se positionna au-dessus de son adversaire à terre, le regardant avec une expression mêlant triomphe et quelque chose de plus sombre. Pendant un moment qui sembla une éternité, tous les présents se demandèrent s'il allait porter le coup fatal, défiant l'unique règle de la compétition. Au lieu de cela, il tendit la main pour aider Alcibiade à se relever, mais même ce geste apparemment noble portait une menace subtile. « Tu t'es bien battu ?» dit Léonidas, sa voix basse mais assez claire pour que tous entendent. Mais ses yeux disaient tout autre chose. Il disait qu'Alcibiade avait été testé et jugé inadéquat, qu'il avait été mesuré et trouvé inférieur, qu'il avait été complètement dominé et que tous avaient été témoins de cela. Alcibiade prit la main tendue, mais évita de regarder directement dans les yeux de son vainqueur. Les instructeurs se réunirent après le combat pour discuter de ce qu'ils avaient vu. Ils reconnurent que Léonidas avait démontré des compétences exceptionnelles, mais il y avait autre chose qui les inquiétait. C'était la manière dont il avait mené le combat.
comme si chaque mouvement faisait partie d'un rituel personnel de domination. C'était l'absence totale de camaraderie ou de respect pour l'adversaire. C'était la façon dont il semblait s'être nourri de la douleur d'un autre être humain. « Ce n'est pas seulement un guerrier », murmura l'un des instructeurs les plus expérimentés. « C'est quelque chose de différent. » Les autres acquiescèrent en silence. Ils avaient formé des centaines de jeunes Spartiates au fil des ans, avaient vu la violence modelée en formes utiles pour l'État. Mais Léonidas représentait quelque chose de nouveau, qui dépassait leur expérience antérieure. C'était comme s'ils avaient créé non seulement un soldat extrêmement efficace, mais aussi réveillé quelque chose qui pourrait un jour consumer non seulement les ennemis, mais Sparte elle-même. Cette nuit-là, tandis que les autres jeunes dormaient, Léonidas resta éveillé sur sa natte, revivant chaque instant du combat. Ce n'étaient pas les techniques qu'il se rappelait le plus clairement, mais les sensations. La façon dont il s'était senti en voyant la première lueur de peur réelle dans les yeux d'Alcibiade. Le son que son adversaire avait émis en réalisant qu'il était complètement surpassé. La sensation de pouvoir absolu qui avait parcouru son corps en tenant la vie d'un autre être humain entre ses mains. C'était une sensation envoûtante et il savait qu'il devrait la ressentir à nouveau. Souvent. À 18 ans, Léonidas était devenu une légende sombre entre les murs de la Gaugée. Sa réputation précédait sa dernière et plus brutale épreuve d'initiation, la cryptie. Ce n'était pas seulement un autre test d'aptitude ou de résistance, c'était le moment où un jeune Spartiate prouverait définitivement qu'il avait transcendé toute trace d'humanité ordinaire et était devenu une arme parfaite de l'État. Pour Léonidas, ce serait aussi le moment où il découvrirait jusqu'où sa soif de violence pouvait le mener. La cérémonie de préparation eut lieu une nuit sans lune. Les jeunes choisis pour la cryptie furent conduits dans une chambre souterraine, au plus profond du complexe militaire spartiate. Les murs de pierre étaient décorés d'armes anciennes et de trophées de guerre, rappel silencieux de la tradition brutale qu'ils s'apprêtaient à perpétuer. L'un des efforts les plus âgés de Sparte, un homme dont le visage était une toile de cicatrices, s'adressa aux jeunes rassemblés d'une voix portant le poids de décennies de violence sanctionnées par l'État. « Vous avez été élevés pour servir Sparte », commença-t-il, son regard balayant le groupe de jeunes guerriers. « Mais le véritable service exige plus que la maîtrise de la lance ou le courage au combat. Il exige la capacité de faire ce qui doit être fait, sans hésitation, sans questionnement, sans pitié. » Il fit une pause, laissant ses paroles pénétrer l'esprit de chaque jeune présent. « Cette nuit, vous chasserez les Ilotes, non pour vous entraîner, non pour apprendre, mais pour tuer. Ceux qui reviendront avec du sang sur leurs mains auront prouvé qu'ils sont dignes d'être appelés Spartiates. » Chaque jeune reçut seulement un poignard de fer noir et une corde. Pas d'armure, pas de protection, pas de renfort. Ils seraient lâchés dans les collines autour de Sparte, où les Ilotes travaillaient les champs le jour et dormaient dans leurs misérables habitations la nuit. La seule règle était simple, tuer et revenir avant l'aube. Ceux qui échoueraient seraient jugés indignes et subiraient des conséquences que nul n'osait imaginer. Léonidas tint son poignard et en sentit le poids familier. Il avait utilisé des armes similaires des centaines de fois durant son entraînement, mais jamais pour ôter une vie humaine réelle. L'attente qu'il ressentait n'était pas de la nervosité ou de la peur, comme certains de ses compagnons en éprouvaient clairement. C'était une anticipation presque sexuelle, une faim qui avait grandi en lui pendant des années et qui serait enfin assouvie. Il regarda autour de lui les autres jeunes et vit de l'hésitation sur de nombreux visages. Il vit aussi de la détermination et même de l'excitation chez certains, mais aucun d'eux ne ressentait ce qu'il ressentait, un besoin profond et primitif de dominer complètement un autre être humain. Quand les portes s'ouvrirent et que les jeunes Spartiates disparurent dans l'obscurité, Léonidas ne se dirigea pas immédiatement vers la zone où dormaient les Ilotes. Au lieu de cela, il passa 1 heure à observer et à planifier. Il y avait une différence fondamentale entre lui et ses compagnons. Alors qu'il voyait la cryptie comme un test à surmonter, lui la voyait comme une opportunité d'explorer les profondeurs de sa nature prédatrice. Il n'était pas seulement intéressé à tuer un Ilote et à revenir.
Il voulait comprendre exactement ce qu'il ressentait en ayant un pouvoir absolu sur la vie et la mort d'un autre être humain. Sa première victime fut un homme d'âge mûr qui dormait seul dans une cabane isolée. Léonidas observa à travers une fente dans le mur de bois, étudiant les schémas respiratoires de Lilotte, la façon dont il bougeait dans son sommeil, chaque détail de sa vulnérabilité. Quand il décida finalement d'agir, ce ne fut pas par impulsion ou précipitation, mais comme le point culminant d'un rituel mental qui avait duré des heures. Il entra dans la cabane avec la discrétion d'une ombre et se positionna au-dessus de l'homme endormi. Ce qui suivit définirait Léonidas pour le reste de sa vie. Au lieu de porter un coup rapide et miséricordieux, il réveilla délibérément Lilotte. Il voulait voir la peur dans les yeux de sa victime, voulait que l'homme sache exactement ce qui se passait. Lilotte se réveilla confus, essayant de comprendre pourquoi un jeune Spartiate était dans sa cabane en pleine nuit. Quand la réalité de la situation devint claire, la terreur qui envahit son visage nourrit quelque chose de profond en Léonidas. « S'il vous plaît » murmura Lilotte, ses mains se levant dans un geste de supplication désespérée. « J'ai des enfants, j'ai une famille. » Léonidas inclina la tête, étudiant l'homme comme un scientifique étudierait un spécimen intéressant. « Je sais, » répondit-il doucement. « Cela rend tout cela plus significatif. » Il n'était pas cruel par cruauté. Il explorait méthodiquement chaque aspect de l'expérience, savourant chaque nuance de terreur et de désespoir qu'il pouvait extraire de sa victime avant la fin inévitable. La mort, quand elle vint enfin, fut lente et délibérée. Léonidas découvrit qu'il pouvait prolonger le moment, le contrôler complètement, faire durer chaque seconde une éternité. Il observa la vie s'éteindre dans les yeux de Lilotte avec la même attention méticuleuse qu'un artiste consacre à son chef-d'œuvre. Quand ce fut terminé, il ne ressentit ni remords ni satisfaction au sens commun. Il ressentit quelque chose de bien plus complexe et troublant, une sensation d'accomplissement, comme s'il avait enfin trouvé son véritable but dans la vie. Mais Léonidas n'en resta pas là. Là où ses compagnons se seraient probablement contentés d'une mort rapide et d'un retour en sécurité, lui continua sa chasse. Sa deuxième victime fut une jeune femme qui tenta de fuir quand il fit irruption dans son habitation. La poursuite à travers les champs sombres fut presque aussi plaisante que l'acte final. Il aurait pu l'attraper facilement, mais préféra lui permettre de courir, de ressentir un faux espoir d'évasion avant de démontrer la futilité de sa fuite. La troisième victime fut un jeune Ilote, à peine plus âgé que lui. Celui-ci opposa une résistance, tenta de se battre, parvint même à blesser légèrement Léonidas avec un outil agricole improvisé comme arme. Léonidas ne fut pas irrité par la résistance. Il en fut stimulé. C'était une chasse plus exigeante, un jeu plus intéressant. Quand il domina finalement le jeune Ilote, la victoire fut d'autant plus douce qu'elle avait été conquise par un effort réel. À la fin de la nuit, Léonidas avait tué 5 Ilotes, non par nécessité, non par haine, non par idéologie politique. Il tua parce qu'il découvrit que tuer nourrissait une faim intérieure que rien d'autre ne pouvait satisfaire. Chaque mort fut unique, chaque victime offrit une expérience différente, chaque moment de terreur fournit une nouvelle facette de plaisir à explorer. Il retourna au complexe spartiate, non pas épuisé ou traumatisé comme certains de ses compagnons, mais revigoré et affamé de plus. Quand les efforts examinèrent les preuves de ce que chaque jeune avait accompli durant la nuit, ils furent impressionnés par l'efficacité de Léonidas. Du sang de 5 victimes différentes sur son poignard, des signes clairs de multiples meurtres, la preuve qu'il avait largement dépassé les exigences minimales du test. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'était la transformation plus profonde qui s'était produite. Léonidas avait franchi une ligne que la plupart des êtres humains ne franchissent jamais. Il avait découvert qu'il pouvait non seulement tuer sans remords, mais qu'il en avait véritablement besoin pour se sentir complet. Le jeune homme qui revint de la cryptie n'était plus véritablement humain au sens conventionnel. Il était devenu quelque chose de nouveau que Sparte avait créé sans pleinement comprendre les implications de ce qu'elle faisait. Il était devenu un prédateur parfait, et Sparte serait à la fois son outil et, finalement, sa victime.
Les efforts le félicitèrent pour son succès, sans réaliser qu'ils venaient de donner leur approbation finale à la création d'un monstre qui un jour les dépasserait et les détruirait tous. À 25 ans, Léonidas s'était établi comme l'un des commandants militaires les plus redoutés de Sparte. Sa réputation s'était répandue bien au-delà des frontières de la cité-État, parvenant aux oreilles d'ennemis qui murmuraient son nom avec un mélange de haine et de terreur révérencieuse. Ce n'était pas seulement son habileté tactique qui le rendait légendaire, mais la brutalité méthodique avec laquelle il menait ses campagnes. Là où d'autres commandants spartiates cherchaient une victoire rapide et efficace, Léonidas cherchait quelque chose de bien plus sinistre. L'opportunité d'exercer son appétit de domination à une échelle qui faisait paraître ses expériences antérieures comme des jeux d'enfants. La campagne contre la Messénie lui offrit exactement ce qu'il désirait. Les Messéniens s'étaient rebellés contre la domination spartiate une fois de plus, une rébellion qui devait être écrasée pour maintenir l'ordre régional. Pour la plupart des commandants spartiates, ce serait une opération militaire standard. Entrer, détruire la résistance, rétablir le contrôle. Pour Léonidas, ce fut une opportunité artistique, une toile vierge sur laquelle il pourrait peindre son chef-d'œuvre de terreur et de domination. Il commença sa campagne non par une attaque directe contre la capitale messénienne, mais par une stratégie psychologique calculée pour semer la panique dans les rangs ennemis avant même le premier affrontement réel. Ses forces attaquèrent les petites villes de la région, mais ne se contentèrent pas simplement de les conquérir. Léonidas mit en œuvre un système de brutalité si systématique et théâtral que les histoires se répandirent comme un feu de brousse à travers le territoire ennemi. Dans chaque ville capturée, il sélectionnait soigneusement quels habitants mourraient immédiatement, lesquels serviraient d'exemple public de sa cruauté et lesquels seraient épargnés spécifiquement pour répandre des récits d'horreur. Ce n'était pas un génocide aléatoire, c'était la terreur comme outil militaire, raffiné jusqu'à devenir un art sombre. Il découvrit qu'un ennemi terrifié était bien plus précieux qu'un ennemi mort, car la peur se propageait et infectait ceux qui n'avaient même pas encore rencontré ses forces. Ses propres soldats furent d'abord mal à l'aise avec les méthodes de leurs commandants. Ils étaient spartiates, habitués à la violence, mais il y avait quelque chose dans la manière dont Léonidas menait la guerre qui dépassait la nécessité militaire. C'était personnel pour lui d'une manière qu'il ne parvenait pas à comprendre complètement. Il l'observait passer de longues minutes à étudier la terreur dans les yeux des prisonniers avant de décider de leur sort. Il le voyait sourire subtilement en entendant des rapports sur la panique que ses actions avaient causée dans des territoires qu'il n'avait même pas encore attaqués. La bataille décisive eut lieu dans les champs ouverts en dehors de la capitale messénienne. L'armée ennemie était désespérée, se battant non seulement pour la victoire, mais pour sa propre survie. Il savait, par les histoires qui leur étaient parvenues, que la défaite signifierait bien plus qu'une simple mort. Elle signifierait une torture systématique, une humiliation délibérée et une terreur prolongée avant la fin inévitable. Cette connaissance aurait dû les motiver à se battre plus férocement, mais au lieu de cela, elle créa une tension psychologique qui les rendit vulnérables de façon qu'ils ne pouvaient percevoir. Léonidas positionna ses troupes non seulement de manière tactiquement supérieure, mais aussi psychologiquement dévastatrice. Il avait étudié le terrain non seulement pour un avantage militaire, mais pour un impact émotionnel maximal. Quand le combat commença, il fut clair que ce ne serait pas seulement une bataille, mais une démonstration chorégraphiée de supériorité. Chaque mouvement de ses troupes semblait anticipé, chaque contre-attaque ennemie était neutralisée avant même d'être complètement exécutée. Mais ce qui distingua vraiment cette bataille fut le comportement personnel de Léonidas. Alors que la plupart des commandants dirigeaient leurs troupes à distance, il se lança directement dans le combat au corps à corps. Non par nécessité tactique, mais par un besoin intérieur bien plus sombre. Il devait sentir le sang sur ses mains, devait regarder dans les yeux de ses ennemis au moment de leur mort, devait expérimenter personnellement la terreur qu'il avait orchestrée à plus grande échelle. Chaque ennemi qu'il tua personnellement fut une expérience savourée avec soin,
il ne se contenta pas de coups rapides et nets. Quand c'était possible, il prolongeait l'affrontement, transformant chaque combat individuel en une petite œuvre d'art de domination. Ces soldats commencèrent à comprendre que leur commandant ne se contentait pas de se battre. Il se nourrissait d'une manière qu'ils ne parvenaient pas à comprendre complètement. La victoire fut totale et dévastatrice. L'armée messénienne fut non seulement vaincue, mais psychologiquement anéantie. Les survivants fuirent non seulement la bataille, mais toute la région, répandant des histoires qui rendraient impossible pour toute force messénienne de se réorganiser pendant des générations. Léonidas avait accompli quelque chose que peu de commandants militaires dans l'histoire ont réussi. Une victoire si complète qu'elle éliminait non seulement l'ennemi immédiat, mais aussi la possibilité d'une future résistance. Quand il retourna à Sparte, Léonidas fut accueilli comme un héros conquérant. Les rues se remplirent de citoyens célébrant sa victoire, mais il y avait quelque chose dans la manière dont ils le regardaient qui révélait une vérité plus profonde. Ils célébraient non seulement le succès militaire, mais aussi le fait que cette force destructrice était dirigée loin d'eux. Il y avait un soulagement palpable dans leurs acclamations, comme s'ils étaient reconnaissants que le monstre qu'ils avaient créé chassait d'autres proies. Les dirigeants spartiates reconnurent officiellement ces conquêtes, mais en conversation privée, certains exprimèrent des inquiétudes quant aux méthodes extrêmes qu'il avait employées. Non pas parce qu'ils étaient particulièrement sensibles à la violence, mais parce qu'ils reconnaissaient que Léonidas représentait quelque chose de nouveau et potentiellement incontrôlable. C'était comme s'ils avaient créé une arme si puissante qu'ils commençaient à se demander s'ils pourraient la contrôler indéfiniment. Léonidas salua les foules et reçut les honneurs officiels, mais intérieurement, il pensait déjà à la prochaine opportunité. La campagne messénienne avait été satisfaisante, mais seulement temporairement. La faim qui guidait ses actions avait grandi au lieu de diminuer avec l'alimentation. Il avait besoin de plus, toujours plus, et commençait à réaliser qu'il n'y aurait finalement pas assez d'ennemis extérieurs pour satisfaire ses besoins. Son regard commença à se tourner vers l'intérieur, vers Sparte elle-même, où des rivaux politiques et des obstacles personnels pourraient offrir de nouveaux types de proies à chasser. Le prince sanguinaire avait prouvé sa valeur sur le champ de bataille, mais sa véritable campagne ne faisait que commencer. C'était une campagne qui aurait pour champ de bataille non des terres étrangères, mais le cœur même de Sparte, et pour prix non seulement une victoire militaire, mais un pouvoir absolu sur la cité-État qu'il avait créée. Les graines de son ascension au pouvoir avaient été plantées dans le sang de ses ennemis, et elles allaient bientôt fleurir en quelque chose qui dépasserait même les imaginations les plus sombres de ses créateurs. Le palais royal de Sparte n'avait jamais connu de véritable luxe, mais conservait une dignité austère, reflétant les valeurs de la cité-État. C'était entre ces murs de pierre grise que le roi Anaxandridas II passa ses derniers jours, une figure vieillissante dont le corps succombait enfin aux années de guerre et de commandement. Léonidas, maintenant âgé de 30 ans et solidement établi comme l'un des commandants les plus redoutés de Sparte, reçut la nouvelle de la maladie de son père, non avec la tristesse filiale qu'on aurait pu attendre, mais avec un calcul froid, devenu sa réponse standard à toutes les situations. La maladie du roi ne fut pas soudaine. Pendant des mois, Anaxandridas avait montré des signes de faiblesse croissante, sa voix perdant l'autorité qui avait jadis commandé des armées, ses mouvements devenant lents et incertains. Pour la plupart des observateurs, c'était simplement le cycle naturel de la vie, atteignant un homme qui avait fidèlement servi Sparte pendant des décennies. Pour Léonidas, c'était une opportunité s'approchant avec l'inévitabilité d'une marée. Il rendait visite à son père régulièrement, accomplissant les rituels attendus d'un fils dévoué, mais ses yeux calculaient toujours, mesuraient toujours, se préparaient toujours pour le moment qu'il savait inévitable. Lors d'une de ses visites, tandis qu'il observait le roi lutter pour respirer, Léonidas éprouva quelque chose qui aurait pu être confondu avec une émotion chez toute autre personne. Mais ce n'était pas de la tristesse pour l'état de son père, ni de l'amour filial mis à l'épreuve par la mortalité.
C'était une anticipation presque sexuelle pour l'opportunité que la mort du roi représentait. C'était la même sensation qu'il avait éprouvée avant ses premiers meurtres lors de la Crypsie, la même faim qui le guidait dans ses campagnes militaires. La différence était que cette fois, la proie serait le pouvoir lui-même. Le roi mourut une nuit d'hiver, le vent hurlant à travers les montagnes, entourant Sparte, comme si les dieux eux-mêmes pleuraient la perte. Léonidas était présent au moment du décès, ses mains tenant celles du roi dans un geste qui, pour les observateurs, semblait dévoué et approprié. Mais tandis qu'il sentait la vie s'échapper du corps de son père, Léonidas pensait non au passé ou au deuil, mais exclusivement à l'avenir et aux opportunités qui s'ouvraient devant lui comme une route ensanglantée. La nouvelle de la mort du roi se répandit rapidement à travers Sparte, et avec elle vint la question inévitable de la succession. Selon les traditions spartiates, le trône ne passait pas automatiquement au fils aîné ou au plus qualifié militairement. La succession était déterminée par une combinaison complexe de lignées, de soutien politique et de démonstration de capacité de leadership. Léonidas avait des avantages évidents. Sa réputation militaire était irréprochable, sa lignée incontestable et son commandement sur les troupes absolu. Mais il avait aussi des rivaux qui s'étaient préparés à ce moment autant que lui. Le principal rival était Cléomène, demi-frère de Léonidas et fils d'une des anciennes épouses du roi. Cléomène était plus âgé, avait des connexions politiques plus établies parmi l'aristocratie spartiate et représentait un choix plus conservateur et prévisible. Pour beaucoup d'efforts et de dirigeants traditionnels, il semblait l'option la plus sûre pour maintenir la stabilité de l'État. Il reconnaissait les supérieures compétences militaires de Léonidas, mais certains commençaient à s'inquiéter de son intensité et de ses méthodes extrêmes. Il y avait aussi Dorius, un autre demi-frère, qui, bien que plus jeune que Léonidas, avait construit une base de soutien parmi les éléments les plus jeunes et réformistes de la société spartiate. Dorius représentait la possibilité d'un changement contrôlé, d'adapter Sparte pour faire face aux défis futurs sans abandonner complètement ses traditions. C'était une position qui attirait ceux qui reconnaissaient que le monde changeait et que Sparte devait évoluer pour maintenir sa position dominante. Léonidas observa la formation de ces factions rivales avec le même intérêt clinique qu'il avait consacré à l'étude de ses ennemis militaires. Il identifia les motivations de chaque groupe, cartographia leurs connexions et dépendances et commença à formuler une stratégie utilisant non seulement ses forces évidentes, mais aussi les faiblesses cachées de ses adversaires. La différence cruciale était que, tandis que ses rivaux voyaient la succession comme une question politique à résoudre par la négociation et le compromis, Léonidas la voyait comme une chasse où seul le prédateur le plus efficace survivrait. Les premières semaines après la mort du roi furent marquées par des réunions discrètes, des alliances tentatives et beaucoup de positionnements politiques prudents. Cléomène tenta de consolider le soutien des éléments les plus traditionnels, soulignant son expérience et sa stabilité. Dorius travailla à construire une coalition des jeunes ambitieux et des pragmatiques préoccupés par l'avenir. Léonidas, apparemment, fit très peu au-delà de remplir ses obligations militaires et de participer aux rituels funéraires appropriés. Mais sous cette apparente passivité, il menait sa propre campagne avec la même précision méticuleuse qui avait caractérisé ses opérations militaires. Il identifia des figures clés dans chaque faction rivale et commença à travailler sur elles non par la persuasion politique traditionnelle, mais par les méthodes qu'il connaissait le mieux. L'intimidation psychologique subtile, des démonstrations calculées de pouvoir et la création d'une atmosphère d'inévitabilité autour de sa victoire future. Le moment décisif vint quand les efforts annoncèrent qu'il tiendrait une réunion formelle pour déterminer la succession. C'était un processus qui impliquait traditionnellement débat, vote et recherche de consensus. Léonidas savait que dans un processus traditionnel, ses chances étaient incertaines malgré ses avantages. Ses méthodes extrêmes et sa réputation croissante de brutalité pourraient jouer contre lui dans un environnement politique contrôlé. Il devait changer les règles du jeu de manière à favoriser ses forces particulières sur celles de ses rivaux.
La nuit précédant la réunion des efforts, Léonidas prit une décision qui définirait non seulement son ascension au pouvoir, mais aussi la nature de son futur règne. Il décida que la succession ne serait pas déterminée par un débat politique, mais par une démonstration directe de pouvoir. Il était temps de montrer à Sparte qu'elle avait créé non seulement un commandant militaire exceptionnel, mais une force de la nature qui ne pouvait être contenue ou contrôlée par des processus politiques conventionnels. Il était temps de révéler complètement le monstre qu'ils avaient nourri dans leur sein. Le matin de la réunion des efforts se leva avec un brouillard dense enveloppant Sparte comme un linceul, un présage que peu sauraient interpréter avant qu'il ne soit trop tard. Léonidas se réveilla avant l'aube, non par nervosité ou anxiété, mais avec le calme prédateur d'un chasseur ayant finalement acculé sa proie la plus précieuse. Aujourd'hui ne serait pas seulement une question d'arguments politiques ou de négociations délicates. Aujourd'hui serait une question de pouvoir dans sa forme la plus pure et la plus brutale. Le bâtiment où se réunissaient les efforts était l'un des plus anciens de Sparte, ses murs de pierre ayant été témoins de siècles de décisions façonnant le destin de la cité-État. C'était traditionnellement un lieu de délibération prudente, où les dirigeants les plus expérimentés pesaient des questions complexes avec la sagesse accumulée au fil des générations. Léonidas entra dans cet espace sacré non comme un suppliant cherchant approbation, mais comme une force de la nature, sur le point de redéfinir complètement les règles qui avaient gouverné Sparte pendant des siècles. Ses rivaux étaient déjà présents à son arrivée. Cléomène était entouré de ses partisans les plus âgés, des hommes dont les barbes grises et les cicatrices de batailles anciennes représentaient la continuité et la tradition qu'il offrait comme candidat. Dorius s'était positionné stratégiquement parmi les éléments les plus jeunes, symbolisant visuellement le pont entre passé et avenir que sa candidature représentait. Tous deux avaient préparé des discours soignés, des arguments persuasifs et des offres de compromis destinées à construire le consensus nécessaire pour une transition pacifique du pouvoir. Léonidas n'avait préparé aucun discours. Au lieu de cela, il avait préparé une démonstration qui rendrait tout débat superflu. Quand l'effort le plus âgé appela la réunion à l'ordre et commença à expliquer le processus traditionnel de délibération, Léonidas se leva. Sa présence physique était impressionnante. 30 ans d'entraînement militaire avaient sculpté son corps en une arme vivante et sa réputation de brutalité sur le champ de bataille précédait son entrée dans la salle comme un miasme de violence contenue. « Mais respectez efforts », commença-t-il, sa voix basse mais portant une autorité qui fit se tourner instinctivement tous les regards vers lui. « Vous vous êtes réunis pour choisir un roi par des mots et des votes, comme si le destin de Sparte était une question de débat académique. » Il fit une pause, son regard balayant la salle et se fixant brièvement sur chaque visage présent. « Mais Sparte n'a pas été construite par des discussions. Elle a été forgée dans le fer et le sang. Et c'est ainsi que son prochain roi doit être choisi. » Le silence qui suivit ces paroles fut tendu et chargé de possibilités dangereuses. Les efforts échangèrent des regards incertains, reconnaissant que quelque chose avait fondamentalement changé dans le caractère de la réunion. Cléomène se leva pour répondre, mais avant qu'il ne puisse parler, Léonidas continua, et ses prochaines paroles transformèrent une séance politique en quelque chose de bien plus primitif et mortel. « Je défie tout homme présent qui remet en question mon droit au trône de prouver sa position par le combat, » déclara-t-il, sa main se posant sur le manche du poignard à sa ceinture. Pas de beaux discours ou de promesses politiques, mais de la force réelle, car c'est ce dont Sparte a besoin, non pas un politicien, mais un guerrier. Non pas un négociateur, mais un prédateur. La réaction fut immédiate et divisée. Certains des efforts les plus jeunes semblaient intrigués par l'audace de la proposition, reconnaissant qu'il y avait une logique brutale à résoudre la succession par la méthode la plus fondamentalement spartiate possible. D'autres furent horrifiés par la rupture de décennies de précédents politiques. Mais tous reconnurent que Léonidas avait changé de manière permanente la nature de la discussion. Cléomène, réalisant qu'il devait répondre au défi ou perdre toute crédibilité, accepta.
C'était une décision qui scellerait son destin, car Cléomène était un politicien compétent et un soldat convenable. Mais Léonidas était quelque chose de complètement différent. C'était un prédateur qui avait passé toute sa vie à se préparer exactement à ce type d'affrontement. Quand les deux hommes se positionnèrent au centre de la salle, les efforts formant un cercle autour d'eux, ce n'était pas seulement un combat pour la succession, mais un affrontement entre deux philosophies complètement différentes sur la nature du pouvoir. Le combat fut rapide, brutal et définitif. Cléomène se battit avec la technique solide d'un vétéran spartiate, mais Léonidas se battit avec quelque chose qui transcendait la technique. Il se battit avec une faim nourrie pendant des décennies, avec un besoin de domination qui transformait chaque mouvement en une expression de supériorité absolue. Quand ce fut terminé, Cléomène était mort sur le sol de la chambre des efforts, son sang s'étalant sur les pierres anciennes, et Léonidas se tenait debout au-dessus du corps, regardant directement dans les yeux de chaque homme présent. « Quelqu'un d'autre souhaite-t-il remettre en question mon droit ?» demanda-t-il, sa voix calme, comme s'il venait d'achever un exercice de routine. Le silence qui répondit à sa question était plus éloquent que toute acclamation n'aurait pu l'être. Mais Léonidas ne se contentait pas seulement d'avoir éliminé Cléomène. Il avait prouvé qu'il pouvait tuer un rival en combat direct, mais cela ne démontrait que sa capacité militaire. Pour établir un véritable pouvoir, pour s'assurer que personne n'oserait plus le défier à l'avenir, il devait faire quelque chose qui dépassait même les standards spartiates de brutalité. Dorius, réalisant que la situation était devenue mortelle au sens littéral, tenta de quitter discrètement la réunion. C'était une stratégie sensée. Se retirer de la situation immédiate, regrouper ses partisans, peut-être contester la légitimité de ce qui s'était passé par les canaux politiques traditionnels. Mais Léonidas avait anticipé exactement cette réponse. Avant que Dorius ne puisse atteindre la sortie, la voix de Léonidas l'arrêta. « Mon frère semble pressé », observa-t-il, le sarcasme dans sa voix portant une menace aussi claire qu'une lame dégainée. Peut-être a-t-il des affaires urgentes à traiter, ou peut-être n'a-t-il simplement pas le courage d'assister à l'ascension d'un vrai roi. Dorius se retourna lentement, reconnaissant qu'il était acculé. Il pouvait accepter le défi implicite et probablement mourir, ou se soumettre publiquement et détruire tout espoir futur de pouvoir. Il choisit de se battre. C'était une décision courageuse, mais vouée à l'échec dès le moment où elle fut prise. Dorius était jeune, fort et bien entraîné, mais manquait de l'expérience du combat réel que Léonidas avait accumulé au fil des années de guerre. Plus important encore, il manquait de la faim prédatrice qui transformait Léonidas de simplement compétent en véritablement mortel. Le combat dura plus longtemps que le précédent, principalement parce que Léonidas décida de le rendre plus théâtral, plus démonstratif que nécessaire du point de vue tactique. Quand Dorius tomba finalement, Léonidas ne le tua pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'agenouilla à côté de son demi-frère blessé et parla suffisamment bas pour que seul Dorius puisse entendre. « Tu as toujours été trop civilisé pour Sparte », murmura-t-il. « Trop préoccupé par l'avenir, trop peu concentré sur le présent. Le présent, c'est ceci. Tu es en train de mourir et je deviens roi, et il n'y a pas d'avenir pour les hommes qui ne peuvent accepter ces réalités simples. » Puis, d'un mouvement rapide et efficace, il acheva ce qu'il avait commencé. Le silence dans la chambre des efforts était désormais absolu. Léonidas se releva lentement, essuya son poignard sur les vêtements de Dorius et regarda autour de la salle avec une expression à la fois triomphante et menaçante. « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite discuter de questions de succession ?» demanda-t-il, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « Ou pouvons-nous procéder à mon couronnement ?» Les efforts, confrontés à 2 cadavres et à un homme qui avait prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il était prêt à tuer quiconque se mettrait entre lui et le pouvoir, n'avaient pas de véritable choix. Un par un, ils s'agenouillèrent, reconnaissant Léonidas comme leur roi. Ce n'était pas exactement une élection traditionnelle, mais c'était décisif d'une manière qu'aucun vote n'aurait pu être. Léonidas avait transformé un processus politique en une démonstration de force brute, et ce faisant,
avait établi le ton de la manière dont il gouvernerait. Quand il quitta la chambre des efforts ce matin-là, Léonidas n'était plus seulement un commandant militaire ambitieux. C'était un roi, mais un roi d'un type que Sparte n'avait jamais connu auparavant. C'était un homme qui avait pris le pouvoir non par la persuasion ou la légitimité traditionnelle, mais par l'application directe de la violence létale. C'était le produit final de siècles de conditionnement militaire spartiate poussé à sa conclusion logique et terrible. Et maintenant, ce monstre que Sparte avait créé s'apprêtait à se retourner contre ses créateurs et à les remodeler à son image brutale. La place centrale de Sparte n'avait jamais connu un silence aussi profond et chargé de tension. Des centaines de citoyens spartiates se pressaient dans l'espace ouvert devant le palais royal, mais leur voix était absente, leurs mouvements contenus, leurs yeux fixés sur l'estrade de pierre où ils allaient bientôt assister au couronnement d'un homme qui avait pris le pouvoir par des méthodes choquant même les standards brutaux de leur société. Les nouvelles de ce qui s'était passé dans la chambre des efforts s'étaient répandues dans la ville comme un incendie, chaque récit ajoutant de nouveaux détails horrifiques sur la manière dont Léonidas avait éliminé ses rivaux, avec une froideur dépassant même la violence traditionnellement acceptée parmi les Spartiates. Léonidas lui-même observait la foule rassemblée depuis une fenêtre haute du palais, étudiant les visages des hommes et des femmes qui seraient bientôt formellement ses sujets. Il ne voyait pas de célébration ou d'adoration dans leurs yeux et ne s'y attendait pas. Ce qu'il voyait était bien plus précieux pour ses objectifs. Une peur pure et cristalline, mêlée à une sorte de respect terrifié, reconnaissant sa suprématie absolue. C'était exactement le type de base émotionnelle sur laquelle il comptait construire son règne. L'amour pouvait inspirer la loyauté, mais la peur garantissait l'obéissance, et l'obéissance était la seule monnaie qui comptait vraiment dans le type de royaume qu'il prévoyait d'établir. Les préparatifs pour la cérémonie avaient été délibérément minimaux. Il n'y aurait pas de musique festive, pas de décoration colorée, pas les rituels élaborés qui accompagnaient traditionnellement l'ascension d'un nouveau roi spartiate. Au lieu de cela, Léonidas avait ordonné que la cérémonie soit conduite avec une austérité frisant le sinistre, une simplicité qui soulignait non pas la célébration d'un nouveau leadership, mais le transfert inévitable du pouvoir à quelqu'un qui l'avait conquis par la force supérieure. Quand il émergea enfin du palais, Léonidas était vêtu non de vêtements cérémoniels élaborés, mais de la simple tunique militaire d'un commandant spartiate. Sa seule concession à l'aspect formel de l'occasion était que ses armes étaient polies jusqu'à briller et que le sang de ses ennemis avait été lavé de ses mains, bien que tout présent puisse imaginer sa présence dans les sillons de ses paumes. Il marcha à travers la foule avec des pas délibérés et mesurés, et les citoyens s'écartèrent automatiquement de son chemin, créant un corridor qui semblait se former par instinct de préservation. L'effort le plus âgé attendait sur l'estrade, tenant la couronne royale de main légèrement tremblante. C'était un homme qui avait servi Sparte pendant des décennies, qui avait vu l'ascension et la chute de dirigeants, qui avait vu assez de violence pour plusieurs vies. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Léonidas s'approchait qui le faisait se sentir comme une proie observée par un prédateur. Quand leurs regards se croisèrent, l'effort vit quelque chose qui le fit reculer instinctivement. Il n'y avait pas d'humanité commune dans le regard de Léonidas, seulement une faim froide et calculatrice évaluant chaque personne présente comme une menace potentielle ou un outil utile. La tradition voulait que la couronne soit placée sur la tête du nouveau roi par l'effort le plus âgé, symbolisant la continuité institutionnelle et la légitimité dérivée de l'approbation des dirigeants établis. Mais quand l'effort fit un pas pour accomplir ce rituel, Léonidas leva la main pour l'arrêter. « Non », dit-il simplement, sa voix portant à travers le silence de la place comme une lame coupant un tissu. « Je prendrai ce qui m'appartient par mon propre droit. » Le geste était délibérément symbolique et profondément troublant. Léonidas prit la couronne des mains tremblantes de l'effort et la tint un moment, la regardant non comme un symbole sacré de responsabilité et de service, mais comme un trophée conquis par une supériorité prouvée au combat.
Quand il la plaça finalement sur sa propre tête, ce fut avec un mouvement qui communiquait non pas l'humilité face à la responsabilité, mais le triomphe absolu sur tous les obstacles s'étant dressé entre lui et le pouvoir suprême. La foule observa cette rupture de la tradition avec un malaise palpable. Même dans une société valorisant la force et la domination par-dessus presque tout, certaines formalités étaient respectées. Certains rituels connectaient le présent au passé et assuraient la stabilité par la continuité. En rejetant ces protocoles, Léonidas signalait non seulement qu'il était différent des rois précédents, mais qu'il représentait une rupture fondamentale avec tout ce qui l'avait précédé. Après s'être couronné, Léonidas resta immobile un long moment, permettant à tout le monde d'absorber pleinement le poids de sa nouvelle position. Puis lentement, il se tourna pour faire face à la foule. Son regard balaya les visages des citoyens rassemblés, et chaque personne croisant son regard sentit comme si elle était évaluée et cataloguée individuellement. C'était comme s'il divisait mentalement ses sujets en catégories: utiles, jetables, potentiellement dangereux, complètement insignifiants. Quand il parla, sa voix fut basse mais porta parfaitement à travers le silence absolu de la place. « Citoyens de Sparte, commença-t-il, vous avez été témoins aujourd'hui non seulement du couronnement d'un roi, mais de la naissance d'une nouvelle ère pour notre cité-État. Pendant trop longtemps, Sparte a été gouvernée par la tradition, par le consensus, par le compromis. Ces méthodes ont servi leurs objectifs, mais le monde change, et Sparte doit évoluer ou périr. » Il fit une pause, laissant ses paroles pénétrer la conscience de ses auditeurs. « Je ne gouvernerai pas par des comités ou des débats, je gouvernerai par la force et la volonté. Ceux qui serviront fidèlement seront récompensés, ceux qui résisteront seront éliminés. » Le mot final résonna sur la place comme un jugement définitif, et beaucoup dans la foule ressentirent un frisson n'ayant rien à voir avec le vent froid des montagnes. Léonidas avait clairement exposé le choix qu'il offrait à ses sujets: soumission totale ou destruction complète. Il n'y avait pas de compromis, pas de négociation, pas d'espace pour la dissidence ou l'opposition de quelque nature que ce soit. « Certains d'entre vous peuvent remettre en question mes méthodes, » continua-t-il, sa voix prenant une qualité hypnotique, obligeant chacun à se concentrer sur chaque mot. « Vous pouvez penser que j'ai été trop brutal envers ceux qui se sont opposés à moi. Laissez-moi éclaircir vos esprits, je n'ai pas été assez brutal. La brutalité est un outil, comme une lance ou un bouclier. Et comme tout outil, elle doit être utilisée avec précision et but. » Il descendit lentement de l'estrade, marchant parmi ses sujets qui s'écartaient automatiquement de son chemin. C'était comme s'il effectuait une inspection personnelle, cataloguant chaque visage, chaque expression de peur ou de soumission. « Sparte m'a fait ce que je suis », déclara-t-il, ses paroles portant à la fois fierté et menace. « Chaque année à l'Agogée, chaque mort lors de la Crypsie, chaque bataille que j'ai livrée, tout cela m'a préparé pour ce moment. Je suis le produit final de tout le système spartiate. Je suis ce que vous avez créé quand vous avez décidé que la force était la seule valeur qui comptait. » L'ironie n'échappait à personne présent. Sparte avait façonné Léonidas pour être l'arme parfaite, et maintenant cette arme s'était retournée pour les contrôler complètement. Il était à la fois leur plus grand succès et leur plus grande menace, l'aboutissement de leurs idéaux et la perversion de leurs valeurs. Léonidas s'arrêta au centre de la foule et tourna lentement sur lui-même, son regard croisant celui de chaque personne dans un rayon de plusieurs mètres. « Vous me craignez », observa-t-il, non comme une accusation, mais comme un simple fait incontestable. C'est bien. La peur est honnête, la peur est pure, la peur ne ment ni ne trompe. Quand vous me voyez exactement ce que je suis, un prédateur au sommet de sa forme. Un roi qui a pris son trône par une supériorité prouvée. Il sourit alors, un sourire dépourvu de chaleur ou d'humour, mais seulement la satisfaction froide d'un chasseur ayant finalement capturé sa proie la plus précieuse. C'était le même sourire qui avait apparu sur son visage lors de ses premiers assassinats lors de la Crypsie, le même qu'il avait montré en observant la terreur dans les yeux de ses ennemis lors des campagnes militaires. C'était le sourire de quelqu'un ayant trouvé sa place parfaite dans le monde comme la force dominante suprême.
Je régnerai aussi longtemps que je serai le plus fort, déclara-t-il enfin, sa voix résonnant avec une confiance absolue qui était à la fois promesse et menace. Et quand quelqu'un de plus fort apparaîtra, il pourra prendre ma place de la même manière que j'ai pris la mienne. C'est la seule loi que je reconnais, la loi du plus fort. Et jusqu'à ce que quelqu'un prouve qu'il est plus fort que moi, il fit une pause dramatique, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir presque insupportable. Puis, il regarda droit devant lui, comme s'il pouvait voir à travers la foule, à travers les murs de Sparte, à travers le temps et l'espace, jusqu'à atteindre des destins que seul lui pouvait imaginer. « Il redoute la mort », dit-il enfin, sa voix basse mais portant à travers le silence absolu de la place, comme si chaque mot était gravé dans la pierre même de la cité. Ses yeux se fixèrent sur un point au-delà de la foule, comme s'il regardait directement le futur qu'il prévoyait de façonner par sa volonté implacable. Moi, non. Le silence qui suivit ces derniers mots fut total et absolu. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas d'acclamations, pas le moindre son hormis le vent chuchotant à travers les pierres anciennes de Sparte. La foule resta immobile, chaque personne assimilant ce qu'elle venait de voir. Non seulement le couronnement d'un nouveau roi, mais l'ascension de quelque chose transcendant complètement leur catégorie normale de leadership humain. Léonidas s'était transformé, sous leurs yeux, d'un commandant militaire ambitieux en une force de la nature incarnée. Un prédateur suprême ayant finalement trouvé sa position adéquate au sommet absolu de la hiérarchie du pouvoir. Et tous ceux présents savaient, avec une certitude glaciale jusqu'aux os, qu'ils venaient d'assister non à la fin d'une ère, mais à la naissance de quelque chose de complètement nouveau et terriblement puissant. Le monstre que Sparte avait créé avait finalement revendiqué son trône et le monde ne serait plus jamais le même. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez votre commentaire. C'est la chaîne Empereur. À la prochaine. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired